Le sujet de la soirée, c'est la comparaison. Évidemment, on est exposé dans notre vie à énormément d'impressions et conséquemment, quand on a à établir nos besoins ou même à exécuter ou s'exécuter dans une expérience avec un désir, on est sujet à beaucoup de possibilités. Et la variété de ces possibilités-là nous expose à des choix ou à l'impression d'un choix et conséquemment nous expose à des états de doute. Évidemment, si la personne se compare dans la vie, c'est parce qu'elle n'est pas suffisamment définie et que le doute apparaît lorsque, dans son mouvement vers l'action, son mouvement vers les rapports avec autrui, les échanges qu'ils ont avec les personnes, il est à ce moment-là important de trouver ce qui nous fait le plus plaisir dans la vie ou tout simplement ce qui nous facilite la vie dans l'exécution d'une tâche ou dans les rapports qu'on peut avoir avec les gens. En général, les gens ne connaissent pas le destin, donc conséquemment sont exposés à comparer en pensant qu'ils peuvent échapper à une façon de faire qui souvent est plus difficile qu'une autre à cause que dans leur destinée, il est nécessaire de passer par une situation de difficulté ou de crise pour pouvoir assumer une contenance ou une volonté pour être capable de contenir l'expérience. Donc, en général, les gens vont comparer avec d'autres qui ont eux-mêmes passé à travers la crise et qui, conséquemment, semblent avoir la vie plus facile, donc semblent avoir un plus grand plaisir de vie par le fait simplement qu'ils ont trouvé la bonne façon de fonctionner avec leur propre destin, leur propre destinée. Comparer pourquoi? Alors qu'on sait, si on le regarde d'un point de vue psychique, qu'il est impossible d'échapper à son destin. On compare parce qu'on ne connaît pas le destin. On ne sait pas que dans la vie, tout est marqué. Et en ne sachant pas que tout est marqué, on a l'impression d'un libre arbitre, on a l'impression de devoir choisir une personne, un type d'outil, un type de travail, un type de vie sentimentale, en pensant que ça va aller mieux, ça va être plus facile, ça va être plus agréable de vivre de telle ou telle façon. En principe, en théorie, ce qu'on sait qu'il est possible d'améliorer dans la vie, on le sait souvent intellectuellement. On le sait à travers un raisonnement sur différents modèles qu'on a trouvés capables de faire telle ou telle chose. Le cinéma nous fournit plein de héros, plein de personnes qui, évidemment, à cause du facteur cinéma, sont capables de réalisation, sont capables d'une simili-réalité qui force un peu l'imaginaire d'une personne à penser qu'il peut répéter cet exploit. Mais la vie, ce n'est pas un rêve. La vie, c'est une réalité. La réalité, souvent, c'est ce que la personne est capable de vivre, ce qu'elle contient. Le gros problème des gens, en général, qui comparent, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils contiennent. Et ils s'exposent souvent à vouloir des outils, à vouloir des rapports avec des gens qu'ils ne sont pas capables de contenir. Et dans la comparaison, souvent, on s'expose à prendre contact avec des gens qui sont en puissance, alors que nous, on est en recherche de cette même puissance. Ils sont donc des années en avant de nous dans leur expérience d'âme, et ils sont souvent marqués dans leur destinée pour avoir une supériorité parce qu'il y a effectivement beaucoup de vies antérieures qui ont permis que telle ou telle chose se passe, mais ça, on ne le sait pas. Et ne le sachant pas, on compare en se disant, si lui est capable de le faire, ou si elle est capable de le faire, moi, je suis capable de faire pareil. Mais on ne se rend pas compte de tout le travail, ou de toute l'énergie, de toutes les opportunités que la personne a dû subir et traverser pour pouvoir être capable d'arriver à une résultante quelconque. Et dans la comparaison, ça, généralement, on ne tient pas compte de cet effort-là. On a plutôt tendance, dans le jeu de la comparaison, à regarder les résultats ou comment l'événement ou l'expérience de la personne va aboutir. C'est ce qui crée le doute et c'est ce qui crée aussi cette impression, des fois, d'être dépassé dans le jeu de la comparaison par l'impression que l'autre nous crée. L'autre créant une impression très, très puissante, très, très forte, qui nous donne cette sensation qu'il n'est pas toujours possible d'atteindre, même dans l'échelle d'une vie, ce à quoi on se compare. Donc, quand on voit une jeune fille se comparer à Britney Spears, qui est chanteuse sur un stage, ou quand on voit un jeune garçon vouloir faire des arts martiaux comme les spécialistes qu'on voit dans le cinéma ou la télévision, on ne tient pas compte du travail de ces gens-là, de leur naissance, de où ils sont nés, du genre d'obstacles qu'ils ont connus dans leur enfance. Et on tient compte simplement de l'impression qu'ils sont capables de créer dans un temps où ils sont à leur meilleur dans toute leur vie. Et ça, évidemment, ça crée un doute de notre capacité de le réaliser, d'autant plus qu'on n'a pas cette destinée et qu'on n'a pas nécessairement la capacité d'investir autant de temps
que ces gens-là dans ce type d'expérience-là. Et on vit des déceptions. Et dans la comparaison, ce qui est le plus vicieux, c'est que le modèle auquel on se compare peut éventuellement nous créer un effet d'impuissance ou de faiblesse ou une impression d'inaccessibilité à l'obtention du résultat en question. Est-ce qu'une personne peut se libérer de la comparaison? Oui, probablement en étant capable d'être satisfaite de ce qu'elle contient dans la vie. Quand on réussit à situer ce que l'on est capable de contenir, quand on est capable de situer ce qui est notre réalité, on ne cherche pas à vivre la vie d'un autre. Mais ça, c'est un travail qui passe par la souffrance. Le doute qui s'installe à ne pas connaître son destin, parce que c'est vraiment de ne pas connaître son destin qui enclenche ce fameux doute, ben, c'est sûr que ça nous oblige à frapper de l'impuissance et de l'impuissance jusqu'à temps qu'on se rende compte qu'on est né pour faire certaines choses, qu'on est né pour cohabiter avec certains milieux, avec un certain environnement et qu'il nous est absolument impossible de penser composer quotidiennement avec certains types d'individus ou de personnes parce qu'on ne contient pas la nature de leurs expériences. Bon, qu'est-ce qu'il faut comme temps? Ça, c'est difficile, ça dépend de chacun. Quand on compare, on a en général deux attitudes possibles. Il y a une comparaison qui est simplement pour évaluer la faisabilité et il y a une comparaison quand on a l'impression qu'on a la certitude de le faire. Bon, qu'est-ce qui fait qu'une personne va dire, ben ça c'est pas faisable, puis l'autre va dire oui c'est faisable? C'est certainement la puissance de l'impression. Plus l'impression est puissante, ben plus dans la comparaison, on se donne le droit ou l'impression justement personnellement d'accéder ou d'atteindre à l'objectif final de ce à quoi on se compare. Donc ça nous ramène au fameux modèle dans la vie. On compare sur des modèles, on compare sur ce qui réussit, on compare sur ce qui donne du plaisir et du succès. Évidemment, le succès étant souvent à la base de l'impression de supériorité et on voit à ce moment-là que le plaisir est d'autant plus grand que la personne, dans sa supériorité, fait voir à d'autres qu'ils ne sont pas encore rendus là. Ben, c'est sûr qu'il y a un jeu animal de domination qui permet de dire, le jour où je serai modèle de telle ou telle expérience, ben, les gens se compareront à moi, donc je serai à ce moment-là au sommet de quelque chose. Mais il y a la personne auquel on se compare et qui, évidemment, on cherche à être soi-même l'élément de comparaison, mais il y a aussi les éléments dans notre vie auxquels on s'est comparé. Et si une personne est capable de faire la différence entre un modèle de vie qui est une destinée et le modèle qui est simplement une occasion de vivre une expérience, ben la souffrance est moins grande. On est moins exposé à être en contact avec de l'impossible. Parce que le jeu pour éliminer la comparaison, c'est d'éliminer l'impossible. Plus vous réussissez dans votre raisonnement à réduire l'expérience de comparaison à un modèle, à une surface d'expérience. Je vous donne un exemple. Je joue de la guitare, j'aime bien jouer la guitare, mais je ne serai jamais un Alexandre Lagoya, je ne serai jamais un Pat Metheny, je ne serai jamais un B.B. King, je serai simplement moi. Quand j'accepte d'être moi et que je me donne comme modèle un des personnages que je vous ai donnés, ben je joue à l'expérience d'être en contact avec leur destinée, leur mode de vie, les nombreuses heures dans lesquelles ils ont pratiqué l'instrument. Mais c'est un jeu. Je vis ça à titre de plaisir. Donc, la comparaison est simplement pour me donner de la motivation, simplement pour me donner un intérêt de goûter à l'autorité de leur jeu de guitare, à l'autorité de leur, je dirais, domination sur l'instrument. Mais ça ne devient pas pour moi un objectif d'accéder au succès, d'être sur un stage, d'être sur un milieu où je serai applaudi, encensé pour les performances que je fais. À ce moment-là, la comparaison a un facteur de stimulation et n'est pas en soi négative. C'est sûr qu'il y a en soi une impuissance d'accéder au modèle, absolument j'entends, mais relativement ça devient une motivation parce que ça me permet de trouver un moyen dans mes loisirs de rechercher une forme de performance qui me permet d'améliorer mon style de jeu ou de quoi que ce soit qui touche l'instrument sur la guitare. Toute personne qui est capable de rire de soi, donc toute personne qui est capable de se comparer à des êtres extrêmement en autorité dans leur domaine, mais qui ne prennent pas le fait d'être ou de devenir ces gens-là,
peut avoir beaucoup d'agréments dans la comparaison. Mais la comparaison devient malsaine quand on veut absolument égaler et surpasser un être qui, lui, il travaille pour lui-même et vous, vous travaillez simplement pour le battre, pour être meilleur qu'eux. Quand il y a une recherche de dépassement d'un autre, c'est que vous êtes en dehors de vos bottines, vous n'êtes pas dans la recherche de vous dépasser vous-même. Vous n'êtes pas dans la recherche de votre identité, dans la zone d'équilibre de votre identité qui vous permet d'être supérieur par rapport à une performance ou un rendement passé de votre propre vie. Vous êtes à ce moment-là dans une mesure et un calcul en relation et par rapport à d'autres. C'est donc dire ici que ça devient extrêmement important pour vous de garder un niveau d'équilibre qui soit relié à toujours votre centre, votre orbite, votre contenance. J'applique beaucoup sur le phénomène de la contenance, ce que les gens appellent en général la volonté. Ce que vous pouvez vouloir, ce que votre volonté vous permet d'avoir, ce que votre contenance vous permet d'encadrer, ce que votre organisation personnelle permet d'être, c'est votre destin. Vous voulez savoir ce que c'est le destin? Mais le destin, c'est tout ce qui est relié à vos peurs que vous dépassez. Quand vous dépassez une peur, vous vous donnez de la contenance. Quand vous dépassez une comparaison dans le sens d'être complètement dans l'orbite d'un autre, d'un modèle, quand vous êtes capable de travailler pour votre propre équilibre, votre propre plaisir, votre propre succès, et que vous n'avez pas de mesure de supériorité qui est en dehors de vous, vous êtes dans votre destin. Et là, à partir de là, on peut parler de développement. Vous êtes une personne à ce moment-là qui est capable de vous développer, et votre développement devient votre plaisir et votre succès. Ce n'est plus une forme extérieure, ce n'est plus comme je disais tout à l'heure, l'objet de votre comparaison qui devient votre target, votre cible à atteindre. Donc, vous vous protégez contre toute forme d'éclatement de cette contenance-là. Beaucoup de gens me demandent qu'est-ce qu'on fait pour réussir dans la vie. Première recette pour se réussir dans la vie, c'est de réussir tous les jours. C'est pas de réussir un jour, c'est de réussir tous les jours. Tous les jours que vous êtes capable de contenir votre expérience de vie, c'est un succès, c'est un gain. Ça vous rend supérieur à la journée d'hier. Et ça vous rend quand même relativement inférieur à la journée de demain, puisque de demain, vous allez encore avoir à vous dépasser. Donc, le raisonnement du modèle, qui lui est des fois 15-20 ans ou c'est 2-3 vies en avant de vous, il vient de disparaître parce que ça n'est plus quelque chose qui est à l'extérieur de vous, qui vous fait courir après la carotte, qui vous fait vivre une motivation ou qui vous fait vouloir être quelque chose. De toute façon, vouloir être, c'est par rapport à une société. Si vous êtes vous-même en situation d'être bien dans votre développement, même s'il y a des difficultés dans votre développement, vous allez sentir que c'est à ce niveau-là que vous développez votre contenance. N'oubliez jamais, le mal forge la contenance, la volonté, et le bien forge l'intelligence. Vous êtes dans une condition facile, vous avez de l'intelligence à développer. Vous êtes dans une condition difficile, vous avez de la contenance et de la volonté à développer. Donc, c'est un succès de traverser une journée qui va mal en sachant qu'on développe de la contenance. Et c'est un succès de passer à travers une journée qui va bien quand on a appris quelque chose dans la journée parce que là, on a développé son intelligence. Plus la personne comprend ces différents facteurs de croissance-là, moins sa vie est comparable, parce qu'elle ne vit plus en comparaison. Elle va vivre dans la mesure où de la comparaison des autres entre elle et d'autres, mais c'est pas elle qui va être à l'origine de la comparaison, ça va être d'autres qui vont vous comparer à quelqu'un. Être comparé à du monde, quand vous comparez pas, ça vous évite d'être exposé à du rejet. Mais si vous faites le jeu de la comparaison que les autres vont faire dans votre style de vie versus leur style de vie et que vous tombez dans une compétition par rapport à ça, inévitablement, vous allez voir votre succès exposé à des failles, vous allez voir votre succès exposé à des zones de contenance que vous ne pouvez pas avoir et que probablement que dans votre destinée, ça vous est pas accessible. Et là, à ce moment-là, vous allez souffrir. Mais si votre succès est basé strictement sur ce que vous développez par rapport à votre propre destinée, c'est sûr que vous allez être supérieur dans un secteur à un moment donné, parce que vous allez être spécialisé, votre vie, votre destinée va vous avoir amené à goûter à des expériences, à des impressions qui vont être en soi uniques et qui vont être aussi, c'est drôle à dire, mais faciles à atteindre. Quand on est dans ces bottines, les expériences nous viennent naturellement. Mais quand on est en dehors de notre centre de gravité, tout devient difficile. Et tout devient difficile parce que on cherche à avoir le meilleur de tout.
Mais c'est impossible d'avoir tout. Il y a des expériences pour arriver, exemple, à monter l'Himalaya. Il y a des expériences de respiration. Il y a des expériences d'effort physique. Il y a un travail extrêmement exigeant d'organisation qu'il faut savoir vivre. Qu'une personne qui fait simplement de la marche à pied le soir, en revenant de travailler, on n'aura pas à vivre. On n'aura pas à vivre ce niveau d'intensité-là. Par contre, peut-être que la personne qui fait de la marche le soir, elle a un niveau d'intensité dans son milieu de travail que celui qui veut faire monter l'Everest n'a pas à penser, n'a pas à comparer ou à essayer d'être comme. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on comprend que les différences permettent pas vraiment une comparaison et que l'individu doit, dans sa vie, éviter de travailler sa vie sur des modèles, mais doit simplement s'inspirer ou se stimuler sur certains modèles, mais quand même essayer toujours de travailler et de traverser sa propre ligne de vie, sa propre destinée, et de travailler son développement de telle façon à ce que sa rythmique lui convienne, et que les associations qu'elle puisse faire avec les autres sont des associations pour l'inspirer, et non pas pour lui dicter une façon d'être, une façon de faire. Vous allez voir des champions dans différents domaines, que ce soit de la compétition automobile, les Olympiques, le tennis, le golf, quoi que ce soit, et tous les gens diront qu'il faut que vous ayez votre propre style, votre propre confort quand vous faites l'acte ou le geste qui vous permet d'être champion. Donc, c'est sûr que si vous êtes toujours dans la ligne de pensée de quelqu'un, que c'est pas votre destin, vous allez toujours être en dessous de lui. Vous allez toujours être dépassé par ses capacités. Non pas que vous ne ferez pas comme lui, c'est que même si vous faites parfaitement comme l'autre quelque chose, l'autre a son destin qui est marqué à être plus. Si vous êtes dans votre propre ligne, vous allez peut-être faire moins dans une apparence, mais vous allez avoir autant de succès parce que votre destinée va vous accompagner, votre succès va être en fonction de votre propre développement que vous faites pour vous-même. C'est très égocentrique la vie. Il faut pas oublier que ce que l'on veut être ou vivre pour les autres, c'est pas les autres qui doivent être la mesure, c'est nous-mêmes. Ça déborde vers les autres, ça se projette vers les autres parce que, en final, on est quand même un objet de consommation pour notre environnement. Les gens ont besoin de nous pour ce qu'on a à offrir, mais il faut offrir quelque chose qui est structuré, qui est organisé et qu'on sait en soi unique. Mais tant qu'on n'a pas identifié ce qui est unique, on a tendance à comparer. Un des aspects sournois de la comparaison, c'est le rejet qu'on se fait vivre. On se fait vivre beaucoup de rejets quand on est perfectionniste. Quand on est perfectionniste, on exige d'être comme quelqu'un qui a atteint une certaine renommée, qui a atteint un certain professionnalisme, qui, dans la société, souvent, on ne tolère pas l'erreur. Pourquoi qu'on ne tolère pas l'erreur? C'est parce que tout le monde veut être quelque chose qui est l'image d'une forme d'inaccessibilité. Dès que vous êtes accessible, vous n'êtes plus l'objet d'une comparaison parce que vous n'êtes plus un modèle. On est dans une société qui recherche des modèles. Vous n'êtes pas un modèle, vous êtes rejeté. Vous êtes un modèle, vous êtes un objet d'envie, vous êtes un objet qui se compare à quelque chose, et surtout si vous êtes inaccessible, vous devenez un élément de perfection. Oubliez jamais une chose, c'est que le rejet est fondé sur une perte de contenance. Et une personne qui vous rejette, c'est une personne qui ne vous contient pas. Mais avant de ne pas vous contenir, elle va mesurer votre inaccessibilité. C'est curieux parce que le modèle côtoie constamment le rejet. En ce sens qu'il est basé, la vedette ou le modèle, il est basé sur les mêmes principes que le rejet, c'est-à-dire la perte de contenance. Une personne ne contient pas quelqu'un qui n'est pas un modèle social ou qui n'est pas un objet de convoitise sur le plan relationnel collectif, et cette personne-là va être rejetée. Parce que elle a de l'air dérangeante, elle a de l'air désordonnée, désorganisée ou quoi que ce soit de genre. Le modèle ou la vedette, c'est la même chose. Elle est également aussi inaccessible, mais parce qu'elle présente beaucoup d'ordre, beaucoup de structure, beaucoup d'organisation, une inaccessibilité pour le commun des mortels, qui est rarement organisé et structuré, ben, automatiquement, plutôt que de le rejeter, on est absorbé par son magnétisme, absorbé par quelque chose que on n'est pas capable de faire et contenir comme. C'est quoi la différence entre les deux? Parce que si on dit que le modèle est un élément de rejet potentiel, parce qu'il a simplement une petite erreur à faire et devenir commun, et en développant ce côté commun-là, il devient un élément de rejet.
Alors que l'élément qu'on rejette spontanément, c'est un élément qui est déjà désorganisé, mais le modèle, lui, c'est un élément super organisé, super supporté surtout. La personne qu'on rejette, c'est tout le temps une personne qui est en manque de support. Manque d'argent, manque d'appréciation de son environnement. Il s'agit que quelqu'un vienne en arrière, on la rejette, mais on dit, ah non, non, une grosse voix, une grosse vedette dit, non, non, moi, cette personne-là, je l'endosse. Hop, on élimine le rejet et elle redevient vedette. C'est donc dire ici que le rejet, à proprement parler, est exposé à une perte de contenance des gens qui ne peuvent pas se mesurer à elle, parce qu'ils ne veulent pas vivre le désordre qu'elle vit. Par contre, une personne qui nous présente un bel ordre, une belle présentation ordonnée, elle devient, même si elle n'est pas accessible, même si on ne la contient pas, elle devient un modèle. Vous voyez que la polarité se mêle à la vedette et à l'élément de rejet. Les deux éléments, le même principe s'expose aux deux. Quand vous êtes dans vos bottines, vous êtes capable de traiter avec des gens rejetés et vous êtes capable de traiter avec des vedettes. Parce que dans les deux cas, vous ne vous comparez pas à leur vie, à leur destinée. Vous ne vous placez pas dans un jeu d'être magnétisé par la vedette et dans un jeu d'être magnétisé par le caractère peut-être entre guillemets dégoûtant du rejet de l'élément marginal dans lequel vous fonctionnez. Un être marginal, il est marginal par destinée. Une vedette est vedette par destinée. Si vous comprenez le principe du destin, vous comprenez inévitablement que tout n'est pas comparable. Tout a sa propre dynamique. Et que conséquemment, vous-même, vous pouvez être un élément rejeté parce que vous êtes marginal ou original. L'originalité pousse éventuellement à la marginalité. Donc, que vous soyez un marginal reconnu ou un marginal qu'on ne veut pas reconnaître, ça revient toujours au même principe de débordement des normes. Un être qui vit dans les normes est un être anonyme. Un être qui sort des normes est un être qui devient soit rejeté ou soit un modèle. C'est sûr que c'est pas entre ses mains. On ne devient pas modèle parce qu'on veut être modèle. On devient modèle parce que notre destinée nous permet d'être ou de ne pas être dans des normes. Si moi je fais un travail avec l'occulte et l'invisible et que les gens ne comprennent pas, je vais être un modèle rejeté. Si je parle de l'invisible ou du psychique dans un temps où le monde sont fascinés par ces psychologies-là, je vais devenir une vedette. Fait que je peux être pendant 10 ans de ma vie un élément de rejet et 3 ans dans ma vie un élément de vedettariat. C'est pas moi qui ai le contrôle. C'est comment est-ce que les autres ou l'environnement ou le public me sert mon diplôme ou me sert mon appréciation. Ça veut dire qu'à ce moment-là, moi, je ne peux être que ce que je suis. Donc, si vous êtes un élément qui comparez beaucoup, vous comparez parce que vous cherchez à être une vedette. Mais oubliez pas que pour être vedette, il faut prendre le risque de vivre la vie d'une vedette, qui peut être pendant un certain temps un élément de rejet à cause de son caractère marginal. Comparer, ça implique aussi vivre avec une possibilité de difficulté, avec une possibilité de non-contenance. Ce que vous ne contenez pas, ça devient un matériel de jugement de votre environnement sur votre personne. Tout ce que vous ne contenez pas dans la vie, ça vous enlève du crédit. J'ai beaucoup de chats dans ma vie, et si je les contiens, les gens vont dire, c'est incroyable comment il fait vivre ça. J'ai 10 chats de moins, j'en ai 10, mais constamment, je veux dire que je suis débordé. Là, je deviens un élément fou et un élément là, de dire, ce gars-là, il est complètement désorganisé. C'est le même événement. Un, il peut être plus grave, plus difficile que d'autres, et puis on peut être une vedette. Puis dans un autre cas, on peut être un élément de rejet. C'est pas l'expérience qui est importante de regarder, c'est comment vous contenez votre expérience. Faites quelque chose de marginal, habillez-vous d'une façon à ce que c'est pas endurable, mais faites-en un spectacle qui est apprécié, puis inévitablement, vous allez être un modèle et une vedette pendant un certain temps. Il y a des gens qui vont chercher à vous copier. D'ailleurs, la preuve qu'un modèle est un modèle, c'est qu'on cherche à le copier. Et la preuve qu'un rejet est un rejet, c'est que tout le monde évite de vous copier. Dès que vous êtes en zone de rejet, donc en perte de contenance, et que vous êtes désorganisé, tout le monde vous évite. C'est prouvé, ça, que les gens pauvres, on les respecte pas. Puis que les gens riches
auront tendance à être exposés à pas un harcèlement, là, mais on cherche constamment à être à le contact pour pouvoir apprécier le présence ou tout simplement être en contact avec le comment ils ont réussi dans la vie ou comment ils ont été capables de performer de telle ou telle façon, que ce soit des vedettes de sport, des vedettes de n'importe quoi. C'est toujours en fonction de leur organisation. On cherche à copier le comment ils ont fait pour arriver à. On écrit des livres sur eux autres, on fait des biographies sur eux autres. Même si c'est des biographies sur des vies négatives, que ce soit des bandits ou quoi que ce soit, on est fasciné par la capacité que les gens ont de faire quelque chose qui est en dehors des normes. On veut pas prendre de risques dans la vie, on veut se comparer, mais on veut pas imiter, on reste dans les normes. Tout ce qui reste dans les normes est normal, et tout ce qui est normal n'est pas rejeté, mais n'est pas mis en vedette non plus. Fait qu'il faut bien comprendre que quand les gens comparent, c'est parce ils ont une vie normale, puis ils voudraient vivre une vie qui est en dehors de la norme, donc en dehors, donc marginale, donc au-delà du raisonnable, et faire quelque chose que les autres ne sont pas capables de faire. Et là, ils vont se faire comparer. Et conséquemment, ils peuvent également se faire rejeter. Donc, ils n'ont pas de marge d'erreur. Dans la norme, quand vous êtes dans la norme, vous avez beaucoup de marge d'erreur. Quand vous avez un intérêt pour sortir des normes, mais là, vous commencez à avoir de moins en moins de marge d'erreur. La personne qui prend des risques en moto ou dans un sport extrême, c'est sûr que si elle réussit, puis qu'on la filme, puis qu'on fait des vidéos, elle peut vendre son vidéo $40, puis le monde va en acheter. Mais si elle se casse la gueule à un moment donné, dans une expérience, après un mauvais tremplin ou avec une mauvaise manipulation de son instrument, ben là, non seulement elle vendra pas de vidéo, mais elle sera pas encore en vie ou en bonne condition pour finir le reste de ses jours. Donc, c'est toujours un risque de devenir un modèle. C'est toujours un risque parce qu'on se compare beaucoup à vous et qu'on ne vous donne aucune chance d'erreur. Donc, c'est normal qu'une personne qui vit de la comparaison soit perfectionniste parce que, dans un sens, la personne qui est perfectionniste, elle est consciente du jugement des autres parce qu'elle-même pose un jugement sur son environnement. Elle-même a tendance à dire, il faut faire ci, il faut faire ça de telle façon. Et conséquemment, elle compose avec des barèmes de contenance qui sont extrêmes, qui sont à la limite du raisonnable. Et ça, conséquemment, pour son propre développement, ça peut être intéressant, mais quand ça veut créer une impression sur l'environnement, là, cet effet de succès ou de supériorité qui est mesuré par l'extérieur devient un risque extrêmement grand. Le plus grand rejet, vous savez, c'est de perdre la vie. Et on pourrait dire qu'un rejet plus subtil, mais aussi violent à vivre, c'est de pas réussir dans la vie. Mais une personne qui a de l'identité ne s'occupe pas de réussir dans la vie. Elle s'occupe de réussir sa vie. Réussir sa vie, c'est donner une valeur à ce que l'on fait qui ne soit pas en fonction de ce que les autres apprécient. Donc, elle se fout du rejet. Elle se fout d'être une vedette. Ce qu'elle veut conserver, c'est sa contenance, sa force d'adaptation, sa capacité de savoir qu'est-ce qui doit être plafonné à un certain moment donné. Il faut qu'il y ait des valeurs de vie qu'on considère comme étant des barrières, des limites, des zones, je dirais, de restrictions qui doivent être respectées. Que si on dépasse ces restrictions-là, on s'expose à des déséquilibres. C'est des choses qui ne sont pas écrites dans les livres souvent, mais qu'on sent. On les sent très, très, très bien. On a besoin d'une certaine limite dans notre espace, parce qu'on ne peut pas se développer dans l'infini. On se développe à l'infini, mais on ne se développe pas dans l'infini. Il faut une forme, il faut un cadre qu'on dépasse, mais il faut un cadre de toute façon. Et c'est comme un peu à l'école, on ne vous donne pas de l'information qui est donnée à l'université quand vous êtes en première année. On respecte une progression. Les gens qui sont capables de composer avec un certain équilibre dans la vie, c'est des gens qui respectent une progression. Et c'est très, très, très important de comprendre que la fameuse restriction qu'on s'impose souvent ou qui nous est imposée par les jeux de la destinée, c'est dans le but de nous garder un équilibre, dans le but de nous garder une forme de cohésion pour nous permettre d'arriver à être en autorité et à conserver vis-à-vis de notre environnement un respect. Respecter les autres, c'est déjà en soi un moyen de se protéger contre le rejet des autres. Respecter ce que l'on fait dans ses limites, c'est aussi se permettre de garder une sorte de vitalité, de motivation et d'intérêt à se développer. Il y a des choses qui demandent du temps, il y a des choses qui sont possibles avec des événements, avec des occasions qu'on va dire, appeler ça des coups de chance, là, si vous avez mieux. Mais ça, c'est des points dans notre destin qui nous favorisent ou qui nous facilitent l'expérience.
souvent, il faut les attendre. On ne peut pas aller plus loin parce qu'il faut attendre cette possibilité-là. Et c'est physique, c'est matériel, c'est une affaire de société souvent. On n'a pas le support, donc on n'a pas l'outil. Et en n'ayant pas l'outil, on peut pas aller plus loin dans le développement. Il faut jouer avec le temps, il faut travailler avec le temps. Les gens les plus rebelles sont des gens qui, à un moment donné, forcent le temps et ils se rendent compte qu'à un moment donné, ils éclatent. Ils font éclater la forme. Ils font éclater ce qui est possible pour eux de donner un encadrement. Et c'est sûr qu'il y a des gens qui ont la chance dans certaines expériences de rébellion de passer certaines limites, mais ils ne peuvent plus répéter ce dépassement-là fréquemment, tout simplement parce que ils cherchent trop à se créer ou à créer de l'impression avec cette rébellion. Et ils se mettent en danger parce qu'ils n'ont plus de cadre. On va en reparler un petit peu plus loin. Quand on regarde le jeu d'une personne qui se compare, on est souvent dans le questionnement à savoir pourquoi la personne se compare. La personne se compare en général pour se donner une facilité, pour se donner une amélioration. C'est toujours la comparaison une base à une éventuelle forme de développement. En soi, la comparaison, je dirais que c'est une sorte d'enfer que l'ego cherche par tous les moyens à s'en sortir. Mais il veut sortir de quoi? Je vous dirais que une personne qui se compare beaucoup, c'est une personne qui est dans un désordre. Et que le désordre, c'est pas un état de vie qui est confortable. Mais que la personne se compare, se cherche des modèles pour se sortir de son désordre, pour se sortir de son mal-être. Donc, si vous me diriez comment qu'on arrête de comparer, parce que les gens vont dire, c'est bien beau me parler de la comparaison, mais on s'en sort comment? Ben écoutez, je pense qu'une personne qui a beaucoup d'ordre dans sa vie, qui réussit à organiser ses priorités, qui réussit à ne pas se laisser bouffer par l'impression, qui réussit à ne pas se donner de mal-être par rapport à son environnement, c'est une personne qui va réussir à éliminer la comparaison nocive et garder ce que je pourrais appeler un stress relationnel, qui c'est une sorte de comparaison légère avec son environnement, juste pour voir comment que les autres améliorent leur vie, pour aller chercher une inspiration et non pas un modèle de vie là, pour répéter intégralement ce qui se passe chez les autres. Malgré que dans certaines occasions, si, exemple, je ferais du tir à la carabine ou du tir au pistolet, puis qu'un professeur me dirait c'est comme ça, faut faire ça, c'est très rigide, il n'y a pas d'autre façon de le faire, ben, j'aurais pas avantage à être rebelle là-dedans, parce qu'il me présente un ordre qui me permet de perfectionner à un certain niveau une technique de tir. Quand c'est au niveau d'une technique, pensez pas en termes de comparaison, mais en termes de formation. Une personne se forme à faire de l'ordre. Elle se forme à faire les choses comme elles doivent être faites parce que c'est la seule façon de le faire, ou c'est la meilleure façon connue de le faire. Si elle s'en va dans une zone de marginalité, c'est parce qu'elle se sent capable d'améliorer et non pas de détruire ce qui existe déjà, mais elle cherche à améliorer une façon de faire les choses. Donc, l'ordre, ça commence pas dans du classement. L'ordre, ça commence par une capacité d'améliorer ce qui existe déjà ou de faire ce qui existe déjà, qui est déjà très bien pour ce qu'on doit faire. Donc, une personne qui veut faire de l'ordre a à rencontrer des gens qui ont de l'ordre et à regarder comment ces gens-là font de l'ordre. Vous allez remarquer une chose dans l'ordre. Il y a de la continuité, il y a de la constance, et il y a une bonne façon de faire les choses qui peut s'améliorer et qu'il faut garder à vue, qu'on peut toujours améliorer. Fait que vous avez toujours à bien connaître ce que vous avez besoin comme outil, à bien connaître ce que vous avez besoin comme alliance, alliance étant une façon de faire de l'ordre également. Vous avez également besoin de bien connaître vos capacités de contenir ça sur du long terme. Et dans la mesure que vous êtes capable de rendre ça facile, vous avez de l'ordre. Donc, l'ordre peut être différent d'une personne à l'autre, mais il y a un point qui est constant dans tous les ordres, toutes les capacités de faire de l'ordre, c'est la facilité, la simplicité et la faisabilité. Quand de l'ordre, c'est pas faisable, si moi j'apprends à une personne à faire de la comptabilité et que c'est pas faisable, il faut que je réduise la complexité de la présentation, même si le travail à faire est complexe, il faut que je trouve le moyen de rendre ça faisable. Le premier niveau d'ordre, peu importe le registre d'intelligence avec lequel vous faites affaire, c'est la faisabilité.
Vous montrez pas un chien comment aller aux toilettes dans votre toilette. Si c'est possible, tant mieux. Mais le gros de l'ouvrage, c'est de l'emmener à vous avertir qu'il veut aller dehors. Si ça, c'est simple pour lui, c'est déjà la meilleure façon. Il n'y a pas d'autre meilleure façon de le faire. S'il est capable d'aller plus loin parce qu'il y a vraiment un destin de chien qui peut l'humaniser, ben là, vous pouvez l'amener à aller aux toilettes et à tirer la chaîne. Mais la dynamique est, il faut bien comprendre qu'il faut que ça soit faisable. Le premier base de l'ordre, c'est la faisabilité. La deuxième base de l'ordre, pour éviter tout le temps de se comparer sans arrêt à ce qu'on contient pas, c'est de trouver de l'expérience chez les autres qui peuvent améliorer notre faisabilité. Toujours. Donc, ça devient plus complexe, mais ça reste faisable. Et il faut toujours que ça soit dans ce l'autre ou les autres nous projettent comme amélioration. Il faut toujours que ça soit possible de le faire tout le temps. La constance, c'est le deuxième volet, c'est le deuxième barreau d'échelle de la faisabilité. Il faut que ça soit faisable, ça favorise de le faire tout le temps, et après ça, c'est de le faire tout le temps. Quelque chose qui est facile à faire, ça ne veut pas dire que vous allez le faire tout le temps, mais il faut que quelque chose qui est facile à faire soit faisable, ça soit possible de le faire tout le temps. Le troisième volet de l'ordre, c'est que ce qui ne va pas tout de suite peut s'améliorer demain. Donc, pas de panique. Ça ne veut pas dire que c'est parce que ça se fait pas que c'est pas faisable. Il y a des fois, je vois des gens ils laissent traîner des projets, ils prennent des notes sur ce qu'ils doivent faire, ce qu'on appelle en anglais des to-do lists. Ben, ils ont des listes de choses à faire, et puis souvent, ça se fait pas sur des mois et des mois. Là, vous allez dire, il n'y a pas d'ordre. Il y a deux façons de le voir. Il n'y a pas d'ordre ou il attend que ça soit faisable. Vous pouvez dire qu'il n'y a pas d'ordre parce que c'est pas faisable, mais ça, c'est pas votre problème. Si la personne, elle sait, elle, mentalement, que c'est faisable, mais qu'elle attend d'être capable de le faire, elle a de l'ordre. C'est pas parce que c'est plus tard que c'est pas de l'ordre. Ça veut simplement dire que ça peut pas se faire tout de suite. Il y a des choses que ça prend du temps. Donc, le respect de son rythme, puis la capacité de garder une constance, puis une continuité dans le fait d'améliorer et de vouloir arriver à un moment donné à rencontrer un ordre possible, c'est possible. Le quatrième volet, c'est que tout ce qui finit par être pensé comme impossible, il faut que ça soit fait à deux ou à plusieurs. Il y a un niveau d'ordre dans le fait de penser qu'on peut le faire, mais quand ça tombe à un moment donné, on le sent, là, c'est un état d'esprit. Quand on sent qu'on le fait plus, là, puis qu'on n'est plus capable de le faire, on a besoin d'être électrifié, on a besoin d'être mis en mouvement. Là, à ce moment-là, on a besoin de se stimuler par le biais d'une comparaison positive avec des gens qui sont capables de le faire, et que là, on va aller les voir pour se stimuler à le faire. Si ça fonctionne pas, parce que c'est quand même une certaine forme d'association par, je dirais d'une façon homéopathique, là, on se trempe dans l'ambiance, on se trempe dans le milieu. C'est comme les gens qui se réunissent pour faire des clubs de moto, puis des clubs de toutes sortes de choses. Ils sont dans le bouillon pour se stimuler, puis se dynamiser. Et puis, il y en a, évidemment, qui sont des professionnels de telle chose, puis ça dynamise les autres à faire quelque chose. Ben, c'est un peu le même principe. Mais quand ça, c'est pas suffisant, ben, il faut aller chercher de l'aide. Il faut aller chercher quelqu'un qui est capable de le faire avec nous, puis à l'extrême, qui est capable de le faire pour vous. Parce que c'est possible qu'à un certain moment donné, vous ne soyez plus capable de faire de l'ordre, ou que vous ne êtes carrément pas capable de faire de l'ordre. Je pense à des gens qui ont besoin de comptables ou qui ont besoin de gens dans le secteur légal. Ben, ils sont pas capables de s'intéresser à ça, puis s'intéresser dans le sens aussi de s'exécuter là-dedans. Et en étant plus capable de s'exécuter, ben, il faut absolument qu'ils payent quelqu'un pour le faire à leur place. Bon, à ce moment-là, si faire de l'ordre, c'est travailler en équipe, ben, c'est travailler en équipe. Mais là, si c'est travailler en équipe, il faut que vous ayez l'ordre de vous organiser pour travailler en équipe. Puis que la personne qui travaille avec vous ou pour vous, qu'elle tire son avantage aussi. Parce que c'est pas parce que vous voulez faire de l'ordre que vous pouvez imposer à quelqu'un de faire de l'ordre à votre place sans qu'elle ait son propre niveau de satisfaction. Il faut qu'elle ait un plaisir de faire de l'ordre dans votre vie ou de vous aider à faire plaisir de l'ordre dans votre vie. Fait qu'en d'autres termes, à ce registre-là, il faut que vous soyez un élément qui fait de l'ordre dans sa vie pour un domaine donné, pour que la personne fasse de l'ordre dans votre vie pour un domaine donné. Ça devient de l'échange, tout simplement. Quand vous êtes capable d'assurer ces 4 facteurs-là, ben, vous pouvez dire que vous êtes à l'ordre. Là, vous allez dire, ouais, mais il peut y avoir bien du monde qui fasse des choses à notre place. Oui, vous pouvez effectivement engager des gens
qui vont faire de l'ordre avec vous à 25 pièces de l'heure, à 100 pièces de l'heure, parce qu'il y a des avocats qui coûtent 100 pièces de l'heure. Mais ça vous en rapporte 200 pièces de l'heure. Fait que il faut que vous soyez capable de figurer ce qui améliore votre vie quand les autres améliorent votre vie, et que vous, quand eux autres améliorent votre vie, vous améliorez leur vie. C'est le 4e barreau de l'affaire. C'est sûr qu'on pourrait aller plus loin dans le secteur de l'ordre, en allant dans des aspects très, très, très psychiques de l'ordre, mais là, je suis pas en train de parler d'un CD d'organisation puis de structure. Je suis en train de vous montrer qu'est-ce qui fait que quelqu'un se compare. On se compare toujours parce qu'on a un désordre par rapport à un milieu, puis qu'on prend comme modèle parce que les autres ont plus d'ordre que nous autres, ont plus de structure que nous autres, sont capables de mieux opérer puis s'équilibrer dans ce qu'ils font. Donc, on cherche dans ces gens-là une façon d'être, une façon de faire qui, entre guillemets, améliore notre vie. Mais on voit que souvent, il faut commencer à notre propre base, aller au maximum de nos bases pour éventuellement trouver un processus associatif, parce que vous remarquerez que tous les gens qui ont des gros succès dans leur vie, ce sont des gens qui se sont entourés de gens qui avaient des spécialités, qui avaient des facilités à faire des choses qu'eux autres, il y avait une petite spécialité poussée à l'extrême, et puis 25 autres personnes avaient des petites spécialités poussées à l'extrême, puis ça a fait un gros rendement, un gros spectacle. Je pense à des affaires comme le Cirque du Soleil. C'est beaucoup, beaucoup de compétences individuelles. C'est beaucoup, beaucoup de personnes qui doivent faire de l'ordre pour leur propre personne, qui se sont associées ensemble pour faire un gros ordre, un gros rendement, une grosse performance, un gros spectacle, et ça fait quelque chose de très harmonieux, de très équilibré, de très ordonné, et donc de très impressionnant. Donc, il peut devenir un modèle pour d'autres groupes ou des personnes, même à un certain moment donné. Donc, imaginez-vous pas que le succès, c'est basé sur quelque chose de facile. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de volonté, il y a beaucoup de contenance. Donc, techniquement, il y a beaucoup de mal ou d'obstacles qu'il a fallu rencontrer pour pouvoir arriver à un résultat. Donc, quand on se compare des fois à des machines de vie, des machines karmiques, où on pense qu'un seul individu a réussi alors que c'est des centaines, des milliers de personnes qui ont supporté telle ou telle personne. Prenez n'importe quel succès que vous avez dans la vie, que ce soit Céline Dion, n'importe qui, puis regardez la machine qui est en arrière. Puis vous allez voir que c'est la machine avec le talent de la personne, sa spécialité, c'est l'harmonie de cette machine-là qui a fait un rendement. Il y a toujours un chef d'orchestre pour un super violoniste. Il y a toujours un chef d'orchestre pour une performance comme de Ferrari, tu sais, Michael Schumacher, c'est quelqu'un qui était, 8 fois champion du monde. Il y avait un talent, c'est sûr. Mais il y avait aussi une équipe en arrière. Il y avait une machine en arrière. Il y avait beaucoup de finances, beaucoup d'argent en arrière. Il y a des gens qui réussissent pas dans la vie parce qu'ils n'ont pas le support économique, mais ils réussissent bien leur vie, malgré le fait qu'ils réussissent pas dans la vie. Parce que réussir dans la vie, c'est fonction des supports qu'on a. On donne 1 million de supports à n'importe qui. Avec un capital comme ça, on est capable d'aller chercher beaucoup, beaucoup d'intelligence, puis beaucoup, beaucoup de publicité, puis beaucoup, beaucoup, beaucoup de sortes de choses pour pouvoir faire un gros succès. Mais c'est sûr que si on n'a pas ce montant-là, si on n'a pas les gens qui viennent travailler avec nous autres, ben c'est assez difficile de faire un gros succès public. Mais on peut faire un très bon succès personnel, par contre. Puis il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de support dans la vie puis qui donnent des extraordinaires performances. C'est à ça qu'il faut que vous soyez capable de coller. Il faut que vous soyez capable de lire, ni plus ni moins, que le rendement ou la performance d'une personne, c'est pas fondé sur un manque de volonté personnelle, mais des fois, il y a simplement une destinée qui permet pas qu'une chose soit grand public. Il y a combien de vies qui sont extraordinaires, mais qui ne sont pas grand public? Puis pourquoi grand public? Pourquoi il faudrait absolument que ce soit grand public? Ça revient toujours à quelque chose de bien simple. C'est combien d'argent qu'il vous faut dans la vie pour être heureux? T'sais, si pour une personne, 75 000 par année, c'est assez, puis pour un autre, 30 000 par année, c'est assez, puis un autre, c'est en bas d'1 million, il n'y a rien qui fonctionne, ben chacun a son chiffre, mais c'est pas le même chiffre pour tout le monde. Fait que il faut bien comprendre que dans l'exploration d'une personne, le plus important, c'est de savoir exactement ce que l'on contient, ce que l'on veut pour contenir ça, et qu'est-ce qu'il faut pour arriver à contenir ça. Vous voulez 1 million par année, il va vous falloir une grosse organisation pour vous fournir ça. J'ai vu beaucoup de grosses organisations qui ne donnaient pas des salaires d'1 million
à leur président. Ils donnaient des salaires de 50 000, 100 000, 200 000. Puis quand tu as rendu que tu es payé 200 000, c'est une grosse business, ça, là. Puis c'est des compagnies qui génèrent des fois des 10-15 millions de chiffres d'affaires, puis le plus que ça même. Puis le président a quand même pas plus que 100-150 000. Fait qu'il est obligé de travailler fort pour faire rouler une grosse machine pour aller chercher un salaire comme ça. Donc, quand vous demandez un chiffre, pensez à l'organisation qu'il faut qu'il vous supporte. C'est très, très, très important, ça. Donc, quand vous comparez pas une machine avec une autre. Comparez votre capacité de contenir un stress, un rendement, une performance. Et puis, la comparaison va s'estomper au fur et à mesure que vous allez trouver le chiffre qui vous fait vivre. Le chiffre parle d'un salaire, évidemment, qui vous fait vivre bien. Puis à un moment donné, vous allez vous rendre compte que bien vivre sa vie, c'est d'être bien associé. Mais ça, c'est un autre CD. On en reparlera des relations. Mais réussir sa vie, ça reste que c'est être bien associé. C'est là toute la clé. Vous réussissez bien un couple, vous êtes bien associé. Vous réussissez bien en affaires, vous êtes bien associé. Vous réussissez bien une performance dans un sport ou dans une activité quelconque, ça revient toujours à être bien associé. Pourquoi? La leçon est simple, c'est qu'on ne peut pas être intelligent tout seul. C'est impossible dans la vie d'être intelligent tout seul. Il faut toujours être bien accompagné dans tout ce qu'on fait, parce que c'est ce qu'on parle qu'on fait, c'est ce qu'on parle qu'on vit, c'est ce qu'on vit qu'on va parler, puis c'est ce qu'on vit qui va faire vivre à d'autres des expériences, et c'est dans ce qu'on vit avec d'autres qui fait qu'on est heureux de le faire. Donc, vous comprenez assez facilement qu'il n'y a pas grand-chose dans la vie qui est un plaisir si c'est pas à deux et plus.